je pense que personne n'est étonné de tout ce cirque-là qu'on organise devant nous. Le gouvernement qui a été globalement indexé dans ce rapport-là est tellement agité et on est bien en droit de se poser la question de savoir pourquoi ils sont tant agités, pourquoi ils sont pressés d'aller se justifier devant l'Assemblée qui n'était même pas encore en session. Ils ont convoqué une session extraordinaire, ils ont demandé à l'Assemblée de convoquer une session extraordinaire pour venir nous dire tout ce qu'ils ont dit là, pour ne convaincre personne, parce que ce n'est pas cet exercice qui va convaincre les Togolais que l'argent n'a pas été détourné, que les fonds n'ont pas été détournés. Nous tous, nous avons bien lu le rapport de la Cour des comptes et vous savez très bien que moi je ne suis pas étonné parce que dans ce pays, pendant au moins une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, le Togo était le seul dernier pays de l'UEMOA à avoir refusé de mettre en place la Cour des comptes. Le Togo ne voulait pas. Au point qu'à un moment donné, ils étaient privés de certains financements de l'UEMOA. Et c'est après pour se conformer, qu'ils ont mis la Cour des comptes en place. Alors, cette Cour des comptes-là, que nous, toi et moi, nous avons rencontré dans certains dossiers, des gens qui sont là-bas, ils ont l'âge des sénateurs. C'est des gens, des professeurs de droit, des experts comptables, des financiers, des gens quand même d'un certain âge, qui sont généralement effacés, mais qui essayent quand même de donner un certain contenu à cette institution-là. C'est vrai que la loi organique qui crée la Cour des comptes a défini le champ d'intervention de la Cour des comptes, si vous lisez cette loi-là, et vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi la Cour des comptes, par exemple, malgré cette loi-là, n'arrive jamais à auditer les grands services de l'État, par exemple le port, la SNPT, la Lonato, l'UTB la BTCI qu'on a vendu et tout ça. Bon, c'est parce que ils sont coincés dans leur travail. Et s'ils sont arrivés à auditer les fonds Covid, c'est les partenaires qui l'ont demandé. C'est parce que le gouvernement dit en disant c'est par souci de transparence, c'est nous qui avons dit. Non, c'est pas le gouvernement qui l'a dit. C'est dans la convention de dons et de prêts. C'est écrit dans le rapport, page 62, la première lettre de mission que le premier responsable a envoyé pour enclencher la procédure d'audit. Il est bien dit dedans que c'est conformément à la convention de prêt et aux exigences des bailleurs. Donc c'est la BAD et qui a demandé l'audit. Maintenant que l'audit est sorti, nous essayons de camoufler les tristes réalités qui ont été révélées dans cet audit-là. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau pour nous qui observons la manière dont le pouvoir exécutif non seulement caporalise les autres institutions. On sait par exemple plus ou moins que la justice aujourd'hui, elle est totalement sous les bottes de l'exécutif. On sait que l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement. Vous avez vu le comportement des députés lors du passage du gouvernement, des députés qui sont tellement... C'est vrai qu'ils sont de la même tendance, c'est une assemblée monocolore, mais... non, même si l'Assemblée est monocolore, il y a des choses que normalement quand on est député, on devait quand même demander. Vous avez vu tous ces députés qui étaient tous enthousiastes devant les ministres. Et ils l'ont même félicité. Oui, donc il y a l'Assemblée nationale qui est carrément caporalisée et on s'évertue à fragiliser les autres institutions qui, tant soit peu, essayent d'accomplir leur mission. Rappelez-vous l'épisode de la CNDH avec Kofi Kunté dans l'affaire de Pachanya Singbe et de la question de la torture. La CNDH a fait un travail assez remarquable. À la fin, a conclu qu'il y a eu effectivement torture. À partir du moment où il y a eu torture, il y a un problème. On ne pouvait pas juger les gens parce qu'on a torturé les gens pour avoir des aveux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Debache, personne n'a, comme il sait le faire, a charcuté. Non seulement ils ont demandé au président de la CNDH à l'époque de changer le rapport, lui l'a refusé. Debache a charcuté le rapport de la CNDH et le président de la CNDH, pour sauver sa vie, a pris ses jambes au cou et s'est retrouvé avec sa famille en Europe. Ça c'est un. De deux,
lorsqu'il y a eu l'histoire du pétrole Gate et que le tollé que ce dossier a provoqué dans ce pays et dont nous sommes toujours poursuivis devant les tribunaux jusqu'à ce jour, on a demandé un audit à l'inspection générale des finances. Lorsque le rapport provisoire de l'inspection générale des finances a fuité et qui était aussi accablant par rapport aux prévaricateurs, il y a des ministres qui sont allés sur les médias, notamment l'un des ministres qui parle encore pour dire que l'inspection générale des finances est sortie du cadre du travail qu'on lui a demandé et qu'on ne lui a pas demandé un audit, on lui a juste demandé de collecter un certain nombre de données. Et pourtant, la lettre de mission qui a demandé l'audit était là, nous l'avons publiée. Ils ont dit non. Donc, ils ont fragilisé l'inspection générale des finances. L'inspecteur principal même a été menacé. On est parti même écrit sur sa maison que c'est lui qui fait ça, on va casser sa maison quelque part à Kégué. Donc, depuis, cette inspection aussi s'est tue. Et maintenant, c'est la Cour des comptes qu'on essaye de jeter en pâture. Il y avait également le cas de la Aplusia. Aplusia, voilà. Aplusia, et voilà. Personne ne nous dit aujourd'hui pourquoi on a changé Aplusia. Pourquoi on a sauté juste le président. Il y a des gens, il y a des bruits qui courent qu'il avait un dossier qui voulait, voilà, qu'on n'a pas voulu que le dossier la passe, on l'a sauté. Parce que c'est quand même curieux qu'on le saute lui seul. Alors qu'ils avaient tous le même mandat, on devait changer quand même toute l'équipe. Et donc, maintenant, c'est la Cour des comptes qu'on essaye de fragiliser. La Cour des comptes qui est une institution constitutionnelle indépendante. La loi organique le dit. Qu'on essaye de caporaliser. On avait déjà caporalisé la HAC. Parce que la HAC, on dit, bon, il faut couper la tête à tel journaliste, il faut fermer tel journal, on le fait tout de suite. Et donc, là, maintenant, c'est la Cour des comptes qu'on essaye de fragiliser, ou bien qu'on fragilise à travers l'exercice que le gouvernement est en train de faire. Bref, ce n'est rien de nouveau. Ce n'est rien de nouveau. Nous sommes habitués à ce cirque-là. L'objectif final, c'est de protéger les gens qui ont plus de liberté avec l'argent public. Donc, c'est l'impunité qui est garantie pour ces gens-là. Et il ne faut pas que les Togolais pensent que ça va être autrement. Ceux qui sont allés à l'Assemblée, ceux qui sont à l'Assemblée aussi, ce sont des branches et des arbres de la même écorce. Donc, ce n'est pas des gens qui vont venir se livrer en public en disant oui, voilà, effectivement, on a pris l'argent ici. Toutes les gymnastiques et les raisons qu'on tentait de donner là n'ont convaincu personne. Donc, vous allez voir que dans le rapport, il a été dit, il y a aussi un courrier en annexe dans le rapport qui dit, lorsque le rapport provisoire était prêt, la Cour des comptes a adressé ce rapport-là au ministre des Finances pour lui demander ses observations. Le ministre des Finances n'a jamais envoyé d'observations, mais c'était lui qui était devant là pour raconter des choses qui sortent de l'entendement. Donc, vous voyez bien comment notre pays fonctionne et c'est bien dommage. Donc, aujourd'hui, on peut dire circuler. Il n'y a rien. Voilà. Effectivement, ça c'est intéressant que tu soulèves cette question-là. Ils ont fait le même exercice sur la question de la route Lomé-Vaughan. Ils sont allés dire qu'une partie de l'argent a été utilisée par l'entreprise pour acheter du matériel. La question de savoir, avant de donner la route à l'entreprise, on n'avait pas vérifié si l'entreprise avait du matériel ou pas. Et pourtant, cette entreprise avait du matériel. On a fait un appel d'offres. Oui. Dans le temps. C'est ce que le ministre a dit. Et ce ministre sur la cour douce, tranquille. Il joue au tennis chaque matin. Personne ne lui dit rien. En plus, c'était beaucoup d'exemples. On a donné l'argent pour la mutation de la télévision nationale en numérique. L'argent là a disparu. Personne ne dit rien. 29 milliards. Personne n'a rien dit jusqu'à ce jour. Et encore tous ces crimes économiques qui sont là et qui peut-être, je ne sais pas, personne ne dit rien. Ce n'est pas l'argent de la Cour, ce n'est pas le rapport de la Cour des comptes qui va quand même changer des gens. Donc c'est pour ça que je dis que les Togolais, lorsqu'ils vont continuer par... C'est vrai que le débat continue dans tous les secteurs, dans tous les quartiers, le débat continue. Mais des gens s'énervent. Moi, je me dis qu'ils vont faire la crise, la WC. Et là, ceux-là même vont les enterrer. Heureusement qu'il n'y a plus Covid pour qu'on dise qu'ils sont morts de Covid. Et bon, ils vont mourir pour rien du tout. Et ce que les gens-là vont faire encore plus demain, de ce qu'ils vont faire demain, serait plus grave que la raison pour laquelle ils sont en train, ou ils sont morts aujourd'hui. Donc moi je dis que les Togolais se tranquillisent, et je le répète, on est fort, mais on n'est toujours pas fort. On peut être fort aujourd'hui, demain, on ne peut pas. Blegoudé l'avait dit, Blegoudé avait sorti, je ne sais pas si c'est un vers, j'ai lu
il a dit clairement qu'on n'est pas toujours fort, que lui, Blé Goudé, il a attendu 12 mois pour avoir son passeport, alors que par un clic, en moins d'un jour, il a son passeport, et que lui, il a connu la prison, il a même dormi à même le sol, il a dormi à nu-même à la prison, et qu'il a même donné, je n'ai pas tout le texte en tête, mais je vais demander aux gens, ou ceux qui se disent aujourd'hui assez forts, d'aller le lire. Et même, il y a des gens qui se disent forts dans ce pays, mais aujourd'hui, je ne suis pas ceux qui sont encore forts. Là où ils se retrouvent actuellement, là, je ne suis pas ceux qui sont encore, ils vont se dire, là où ils se trouvent là, s'ils sont encore forts. Et donc, il faudrait que des gens pensent à ça, surtout pensent à demain. On a donné la gestion de la chose publique à vous. Ça ne vous appartient pas. Mais gérez comme cela se doit. Faites les comptes à ceux-là qui vous ont donné ce pouvoir-là et ne leur interdisez pas de ne pas en parler. Vous tapez quelqu'un qui pleure, vous lui dites de ne pas pleurer. Alors que vous l'avez tapé. Quand on tape quelqu'un, si ça fait mal, on pleure. Vous savez gérer mal quelque chose qui est public. Et vous demandez aux gens de ne pas en parler. Pourquoi? Moi, je n'en parle pas. Je suis tranquille. Allons-y seulement. Demain nous dira. En tout cas, ils disent qu'ils n'ont pas géré mal, c'est vous qui ne comprenez pas. Et ce qui est curieux, et ce qui est pathétique depuis quelques jours, c'est des sorties des membres du gouvernement qui tentent à accuser la presse de faire du sensationnel, ou à accuser même la Cour des comptes en disant que la méthodologie... Ce sont des arguments qui sont en fait avancés. La Cour des comptes n'a pas respecté la méthodologie, et donc la presse et la Cour des comptes sont devenus les boucs émissaires du gouvernement. Comme si c'est nous, les journalistes, qui avions inventé le rapport, si c'est nous qui avions dit dans le rapport qu'on a commandé ci, qu'on a commandé ça, comme si c'est nous qui avons dit dans le rapport que des gens n'ont pas de quitus fiscal et qu'il y a des sociétés même qui n'ont pas d'enregistrement, qu'on leur a donné des marchés gré à gré. Des gens n'ont pas donné des pièces comptables. Les gens n'ont pas donné des pièces comptables. Comme si c'est nous qui avions dit tout ça. Donc, on menace même les journalistes de poursuite pour diffamation. Que oui. Non, mais non, on ne va pas se taire quand même. On ne va pas se taire. Ces agitations ne vont pas nous amener à se taire. Nous allons continuer quand même par... c'est pas épiloguer sur ce rapport-là pour que au moins les gouvernants comprennent que quand vous gérez la chose publique, il faut rendre compte. Surtout que nous sommes dans le domaine médical. C'est ça même qui fait encore plus mal. Si au terme de la gestion de cette affaire de Covid, on en est sorti avec la construction d'un nouvel hôpital. On a doté les centres de santé de scanners. On a acheté des ambulances qu'on a distribuées aux 5 régions. On a relevé les blocs techniques dans les hôpitaux. Mais personne ne dira rien. On va dire, mais bon, quand même, l'argent que vous avez mobilisé, au moins ça sert à quelque chose. Aujourd'hui, vous allez au CHU Sylvanus Olympio, vous voyez les femmes qui sont encore à la maternité par terre. Et vous avez les gens qui sont aux urgences, qui ont des difficultés à se faire soigner. Vous avez des gens qui sont dans certains services, il n'y a pas de prise en charge. Donc, nous sommes dans notre droit le plus absolu de demander au gouvernement des comptes et d'en parler, parce que la santé, c'est un droit. Donc, moi, je ne comprends pas. C'est vrai qu'eux, ils ont les moyens de prendre le premier avion pour aller se faire soigner, d'aller dans les cliniques. Quelqu'un l'avait dit. Et tout. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'urgence ne prend pas l'avion. Quand c'est urgent, c'est déjà tard. Et on a vu des gens mourir ici parce que c'était déjà tard. Donc, nous ne pouvons pas nous taire et les laisser faire. Donc, leurs intimidations, là, on ne va pas céder à ça. Donc, si quelqu'un veut nous poursuivre pour diffamation, libre à eux de nous poursuivre. Mais nous allons continuer par parler de ce rapport-là, jusqu'à ce que les gens ne comprennent que, pour au moins une fois, il faut rendre des comptes.